On revient évidemment sur ce qui s'est passé aux alentours de 12h30 au musée du Bardo. Deux hommes, ce que nous disait d'ailleurs Nadia Chaban à l'instant, qui étaient déguisés en militaires, sont entrés dans le musée du Bardo, ont tiré à la Kalachnikov. Il y a eu une prise d'otage avec ce dernier bilan qui fait état de 19 morts, dont 17 touristes étrangers, un policier, également une Tunisienne. Et puis également les deux assaillants qui ont été tués. Le président Béji Caïd Essebsi était tout à l'heure sur notre antenne. Il promet de s'attaquer au terrorisme avec l'aide, dit-il, de la population tunisienne, avec ce tout dernier bilan qui nous parvient à l'instant de l'agence de presse Reuters, qui fait état, tout à fait, Nadia Chaban, vous le saviez peut-être, de 22 morts et de 20 touristes à Tunis. Cette information donc, qui nous parvient à l'instant, un bilan donc, qui s'alourdit. Il faut dire qu'il y avait des blessés graves. Combien de blessés ? 38 blessés, 38 dont blessés. 7 ou 8 graves. 38 blessés, dont 7 ou 8 graves. Et parmi ces blessés, il y aurait, ça c'est de sources diplomatiques françaises, 4 Français. Paris qui a d'ailleurs décidé d'ouvrir une enquête. Voilà pour les tout derniers éléments concernant cette attaque qui a visé le musée du Bardo. On en reparle tout de suite dans la seconde partie de notre débat avec nos invités. La seconde partie de notre débat consacrée à cette attaque terroriste qui a visé le musée du Bardo, avec ce tout dernier bilan donné donc par le gouvernement tunisien, 22 morts dont 20 touristes dans cette attaque donc du musée du Bardo. Voilà ce que l'on pouvait dire. Je vous propose d'écouter tout de suite le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Il était tout à l'heure en exclusivité sur l'antenne de France 24. Ce que nous avons affronter aujourd'hui, ce sont des djihadistes. Comme vous le savez, il y a beaucoup de cellules dormantes de ces djihadistes et nous sommes en train de les combattre. Nous avons fait à peu près 1 millier d'arrestations depuis quelques jours, mais ça n'a pas de rapport avec la Libye. Les propositions d'intervention militaire en Libye, à mon avis, ne résoudront pas le problème, ils ne peuvent que l'aggraver. Ce qu'il faut en Libye, c'est quand même qu'on arrive à un dialogue entre les deux parties qui s'affrontent en Libye pour éviter que la Libye ne se divise en deux. Ce serait alors une chose qui est beaucoup plus catastrophique. Et pour la sécurité de la Tunisie, nous sommes, nous, pour un dialogue avec toutes les parties et tous ceux qui veulent essayer de trouver une solution doivent y participer sous l'égide des Nations Unies. Belling Nabli, qui pourrait être derrière cette attaque qui n'a pas été revendiquée ce soir ? Écoutez, il y a une forte présomption qui pèse sur les salafistes djihadistes tunisiens parce que, encore une fois, un certain nombre de Tunisiens se sont engagés dans cette voie, ils se sont exprimés depuis la Révolution, mais ils existaient bien avant et il suffit de rappeler qu'il y avait des Tunisiens déjà dans le conflit afghan au sein de la jeunesse d'Al-Qaïda, que le commandant Massoud a été assassiné finalement par un Tunisien. Enfin, bref, tout ça pour rappeler une généalogie du djihadisme tunisien. Et ce djihadisme-là est présent dans la société sans assise sociale. Je veux dire, là, la population ne soutient pas du tout cette mouvance, mais cette mouvance existe. Elle est organisée. Elle a refusé de jouer le jeu de la transition démocratique. Il faut rappeler que Nahda avait tendu la main aux salafistes tunisiens après la Révolution, en essayant de les intégrer dans le nouvel échiquier naissant. Une main qui a été refusée, et que finalement, c'est le choix et la voie de la violence politique, d'une part, et du djihadisme, d'autre part, qui ont été choisis. Mais ce qui est important aussi de rappeler aujourd'hui, c'est que finalement, on a souligné finalement l'importance symbolique des lieux concernés, même si on ne sait pas exactement ce qui était véritablement visé a priori par les terroristes. Est-ce le musée ou l'Assemblée ? C'était le musée, dit C'était Nadia le musée, Chaban. ils sont rentrés avec le bus de touristes et c'est le musée qu'ils ont D'accord. ensuite. Mais il y a ici une... Ils sont rentrés avec Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Pardonnez-moi, parce que nous raconter un peu le film, parce que finalement, nous, on a eu des briefs d'informations. C'est le Premier ministre qui s'est exprimé à ce propos et qui a relaté un peu les événements. Il a parlé des deux habillés en soldats qui se sont faufilés en même temps qu'un bus de touristes. Et donc, a priori, ils se sont dirigés directement
côté musée. Et de toute façon, moi, je peux vous dire que rentrer à l'Assemblée, c'est assez complexe quand même. Oui. Et de toute façon, vous avez une unité d'espace, et cet espace, finalement, symbolise le pouvoir à la fois politique et culturel. Et donc, il y a une force symbolique. Très bien. Mais au-delà de ça, le moment aussi et le contexte de la journée est extrêmement intéressant. À l'ordre du jour de l'Assemblée, c'était notamment la question du futur projet de loi sur la réforme de la lutte contre le terrorisme. Et là, pour le coup, finalement, cet événement... On voit là la carte, parce que pour que nos téléspectateurs comprennent bien que ce musée du Bardo est accolé au Parlement tunisien. Donc c'est un double symbole, à la fois le symbole culturel, le symbole du tourisme qui est visé, mais également le symbole de la politique. On comprenne bien ici de Paris ce qui s'est passé. Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes consultant spécialiste de la lutte contre le terrorisme, président de l'European Strategic Intelligence and Security Center, auteur des néo-djihadistes. Ils sont parmi nous. Qui sont-ils? Comment les combattre? C'était une opération qui était très préparée, Claude Moniquet. C'est ce qu'on peut dire ce soir? Oui, parce que frapper au cœur de Tunis, et effectivement, vous l'avez dit, dans un quartier qui est un symbole du pouvoir, ça n'est quand même pas facile. Ça s'était déjà fait. Il y a quelques mois, au printemps dernier, des organisations islamistes avaient tenté d'attaquer la résidence privée du ministre de l'Intérieur, et ça avait donné lieu à plusieurs heures d'affrontements dans le cœur de Tunis. Mais c'est quand même le genre d'opération qui est extrêmement difficile à préparer et à réussir. Qui pourrait être derrière cette attaque, Claude Moniquet? Qui pourrait être derrière cette attaque? Quelles sont les pistes ce soir? Alors, il y a une piste qui semble assez sérieuse parce qu'il n'y a pas eu de revendication, mais il y a quand même eu, en tout cas nous on l'a trouvé vers 16h40, un tweet qui a été publié sur un compte qui est affilié à une organisation qui s'appelle la Katiba Okba Ibn Nafa, qui est une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui est très présente dans le nord-ouest de la Tunisie, entre autres dans les Manches-Hambi, où se mènent pratiquement chaque semaine de véritables opérations de guerre depuis 2 ou 3 ans, avec des bombardements, avec l'utilisation d'opérations héliportées, avec des pertes très importantes pour l'armée. Donc ça, c'est une des pistes. Une autre piste, bien sûr, en attendant d'y voir plus clair et d'avoir une véritable revendication et d'identifier surtout les auteurs qui sont morts. Une autre piste, c'est évidemment l'État islamique. Il ne faut pas oublier qu'environ entre 2000 et 3000 Tunisiens sont présents aujourd'hui en Syrie. Allô? Oui, quelqu'un veut réagir? Nous sommes en direct de Tunis avec vous, Mehdi Ben Garbia. Vous vouliez peut-être réagir, Mehdi Ben Garbia, justement, avec cette piste de l'organisation de l'État islamique qui maintenant est implantée en Libye. Est-ce que ça vous paraît une piste crédible? Effectivement, mais juste, je voudrais corriger un petit détail. Il y a quelques mois, c'est vrai que la maison du ministre de l'Intérieur a été attaquée, mais la maison du ministre de l'Intérieur, ou du moins sa maison d'origine, parce qu'il avait un domicile de fonction à Tunis. C'était pas à Tunis, c'était pas dans la capitale, c'était à Kasserine, et c'était limitrophe au mont de Charanbi. Donc, pour qu'on soit clair, ce qui s'est passé aujourd'hui à Tunis, c'est une attaque d'un symbole, c'est l'attaque du musée qui résume un peu l'histoire du pays et de l'Assemblée, mais c'est pas une monnaie courante d'attaquer des symboles comme ça à Tunis. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait réellement réfléchir la question différemment, mettre une stratégie différente. On est avec un mouvement qui n'a pas d'assise populaire, c'est le plus important chez nous, mais qui a peut-être assez de moyens, et surtout avec le nombre d'armes qui circulent chez notre voisin libyen, et cette grande frontière qui malheureusement est gardée que d'un seul côté. Il faudrait mettre une nouvelle stratégie avec l'effort des Tunisiens et des États tunisiens, mais aussi avec l'effort des pays limitrophes, des pays européens, de la France, de l'Italie, de nos partenaires stratégiques. C'est très important parce que j'ai entendu dire que la Tunisie, c'est réellement... On est bien content d'entendre les éloges de cette réussite de transition démocratique, du seul modèle qui réussit, mais en contrepartie, qu'est-ce que nos partenaires ont voulu investir, ont voulu aider pour garder cette démocratie, sachant que le coût d'investissement, malheureusement, dans d'autres pays qui se transforment en guerre, ce serait malheureusement 10 fois ou 20 fois plus, mais dans un effort de guerre. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la Tunisie a besoin de ses partenaires stratégiques, a besoin de l'aide, surtout en termes de matériel sécuritaire, mais que la Tunisie saura aussi, avec sa cohésion nationale, pour pouvoir contrer cela. Après, je dis que
Aujourd'hui, il y a nos fondamentalistes, il y a ce mouvement terroriste qui existe en Tunisie, qui a déjà fait des attentats terroristes à Rib, etc., et qui est une partie de ce mouvement qui devient mondial. Mais il y a aussi ce mouvement de l'État islamique, ce Daesh, qui est en train d'avancer en Libye et qui voudrait aussi peut-être transporter une partie de son combat en Tunisie. Et pour nous, c'est réellement dangereux pour l'avenir du pays. Majid Boudem, la question, le chef de l'État a dit tout à l'heure sur l'antenne de France 24 qu'il fallait combattre maintenant ce terrorisme, hein, que la Tunisie allait tout faire pour le combattre avec l'aide des Tunisiens. Que peut faire aujourd'hui le pays? Que peuvent faire les autorités concrètement? Concrètement, il y a une première question qui est politique. Il faut clarifier la relation entre Ennahda et les djihadistes. Il y a une porosité, il y a un double langage. Cette question, il faut qu'elle soit clarifiée avec des actes. Et avec des actes, avec une traçabilité des actes et une traçabilité des relations. Parce que là, vous trouvez qu'ils ne se sont pas désolidarisés des djihadistes? Il y a des paroles, il y a des déclarations. Il faut voir maintenant sur le plan des actes eux-mêmes, du combat, des références idéologiques et de la position effective. Ça, c'est le premier point, qui est un point politique. À mon avis, il faut que ce soit un débat national en Tunisie et dans toute la région, et qu'on sorte des tractations partisanes, des dosages dans l'Assemblée, celui-là il vote pour ça, etc., des tractations. C'est un problème de survie du pays. Deuxième question, il y a la question de l'appareil sécuritaire. La réponse, au-delà du symbole, et je maintiens que le symbole, la présence des chefs d'État est un symbole fort, ce qui a été réservé à Paris peut être réservé à Tunis ou à une autre capitale, parce que le combat est mondial, mais sur le plan concret, il faut restructurer l'appareil sécuritaire. Qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur? C'est vrai que l'appareil sécuritaire a servi les dictatures, etc. Maintenant, c'est connu. Mais il y a quand même dans cet appareil sécuritaire des gens qui sont très expérimentés. Aujourd'hui, il y a un problème d'urgence et il faut rappeler les gens qui ont été mis à la retraite à l'âge de 55 ans. Donc, si vous dites ceux qui finalement ont servi sous Ben Ali dans cet appareil sécuritaire qui ont été écartés, vous dites finalement peu importe qu'ils aient servi sous Ben Ali, aujourd'hui c'est la survie de la Tunisie qui est en jeu et il faut les rappeler, donc dépasser, finalement oublier ces 30 ans de dictature. Je n'ai pas dit qu'il faut pas, j'ai pas dit qu'il faut pas oublier, j'ai dit tout simplement... Déjà qu'on a un problème avec la justice transitionnelle, si on commence à rappeler des gens qui ont du sang sur les mains, qui ont des réflexes liberticides. J'ai pas dit ça. On risque de revenir en arrière. C'est un réflexe un peu réactionnaire. J'ai pas dit ça. Qui est justement propice au contexte. Et justement, c'est là où il faut tenir le coup et rester lucide. Non, j'ai pas dit ça. Je dis finalement c'est céder au terrorisme. Oui, c'est une manière, mais c'est ce qu'attendent les terroristes. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Ben Ali est arrivé au pouvoir dans un contexte assez similaire. On l'oublie souvent. Ben Ali était ministre de l'Intérieur et Bourguiba a été affaibli par un contexte justement de montée en puissance des islamistes. Et Ben Ali est arrivé en incarnant, soi-disant, l'ordre public et les réflexe de l'arbitraire Pardon, vous m'avez interrompu. Pardon, je n'ai pas dit ça. Je dis que tout simplement... Jean, j'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement, il y a un problème de survie. Il faut que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le cadre de la loi, avec les protections légales de la... Oui, mais justement, la loi actuelle, c'est une loi qui est issue du régime bénaliste. Elle est en train d'être réformée. Donc, vous voyez qu'on n'en sort pas. Non, c'est pas ça. La justice de transition n'a pas fonctionné et c'est la raison pour laquelle le terrorisme a prospéré, parce qu'aucune partie, aucun gouvernement des 4 gouvernements successifs n'a voulu aborder ce chantier de la justice transitionnelle. Mais c'est un fait aujourd'hui. Comment on va faire? Est-ce qu'on va se priver des compétences en les mettant sous contrôle? Mais sous un contrôle démocratique. Vous avez raison, mais il y a juste 3 points. Premier élément, c'est que le parti Ennahda, en s'engageant dans ce processus de transition et en faisant des concessions, on l'a vu, je ne parle pas des références idéologiques, c'est déjà un pas important. C'est d'être engagés et enlever toute légitimité à ces mouvements djihadistes, puisque ce mouvement accepte cette alternance. Le deuxième élément, vous avez parlé bien sûr de retour des anciens du régime. Et aujourd'hui, exactement, on a 35 plaintes contre des policiers, des magistrats des anciens régimes. Et un des projets qui est sur la table
table du président Kais Saied, justement, c'est un projet d'amnistie, à peu près comme celui de l'Algérie, de la concordance. Et il vise justement la réhabilitation des anciens, l'appareil sécuritaire judiciaire, à l'exception de 2 catégories. Ceux qui ont les mains entachées du sang, bien sûr, et ceux qui ont dilapidé les richesses publiques. Troisième élément, et à mon avis, j'ajouterai, c'est important, c'est bien entendu le fardeau. Il y a une pression sur l'appareil sécuritaire tunisien. Ni sur le plan militaire, ni sur le plan financier, c'est énorme pour la Tunisie. Vous imaginez, si maintenant, aujourd'hui, on va encore demander plus de ressources, ça veut dire qu'on va les pomper, on va les prendre de ce qui va au musée, à la culture, à la danse, et aux écoles, à la prise en charge sociale, et on va encore entrer dans un cercle vicieux. D'où la question principale, c'est que la Tunisie a besoin d'un soutien économique urgent. Est-ce que justement la communauté internationale soutient ce pays? Il y a aujourd'hui financièrement, parce qu'on voit que l'Europe est en pleine crise économique, l'Europe n'a pas d'argent aujourd'hui, est-ce qu'elle donne quand même? Vanessa, elle est en crise, pas pour tout le monde, elle était là pour les Grecs, elle était là pour les Portugais, les Espagnols, ça c'est très important. C'est à 2 vitesses, quoi. Non, bien sûr, c'est à la carte. L'Europe a les moyens de soutenir la Tunisie. Tout le temps. La Tunisie, il y a un problème. Pourquoi la Tunisie n'a pas eu les promesses de Deauville? Tout simplement parce qu'aussi, elle ne s'est pas réformée. Il n'y a pas eu réforme de la justice transitionnelle, il n'y a pas eu réforme de l'appareil économique, il n'y a pas eu réforme du secteur bancaire. Et puis après, une dilapidation du budget de l'État. Ennahda a mal géré cela. On a un budget en déficit. La Tunisie est en train d'emprunter pour payer ses fonctionnaires, ce qui est une aberration. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui emprunter. La Tunisie emprunte à 5,75 sur le marché monétaire. Elle a emprunté $1 milliard, alors que n'importe qui peut emprunter à 1,80, même l'Allemagne emprunte à 0,2. Je ne compare pas la Tunisie à l'Allemagne, mais 5,75, c'est de l'aberration. Pourquoi? Parce que les finances publiques ne sont pas tenues et on ne peut pas toujours demander et quémander, et c'est pas ça la solution. C'est de l'assistanat. Non, c'est des investissements. Les investissements ne se font pas pour le fonctionnement. Alors, je vais vous donner tous la parole, mais justement, comment lutter aujourd'hui contre le terrorisme? Nadia Chaban, vous allez répondre. Claude Moniquet aussi, qui est avec nous en direct de Bruxelles. Mais avant cela, on a posé la question tout à l'heure au président de la République, Béji Caïd Essebsi, et écoutez ce qu'il nous a répondu. Ceux qui ont fait le coup ont été identifiés, les personnes, je veux dire, les terroristes, puisqu'il y a 2 qui ont été déjà exécutés par les forces de l'ordre, mais nous savons que ce sont les extrémistes toujours de ce qu'on appelle les Ansar Sharia ou ce qu'on appelle les salafistes djihadistes, mais de toute façon nous allons prendre toutes les mesures pour qu'une telle éventualité ne se présenterait plus. Nous allons renforcer nous allons mettre la vigilance de toutes nos forces, aussi bien militaires que sécuritaires, mais surtout nous avons appelé les Tunisiens à plus de vigilance, à se mobiliser comme pour se mettre en solidarité avec le gouvernement et les forces de l'ordre pour justement faire face à cette provocation inacceptable. Nadia Chaban, comment faire pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que vous êtes d'accord avec Majid Bouden lorsqu'il dit qu'il faut réintégrer des éléments de l'ancien régime, enfin des forces sécuritaires, voilà, qui ont travaillé, qui ont été écartées après la chute de Ben Ali? Moi, je pense que c'est pas sous cette forme qu'il faut poser la question, et moi, je suis pas du tout pour une amnésie. Il est hors de question de tourner la page comme ça, sans savoir la vérité, ce qui s'est passé, ni quoi que ce soit. La justice transitionnelle doit faire son travail. Il y a une instance aujourd'hui, et c'est par ce cheminement qu'on y arrivera à une réconciliation, mais pas par de l'amnistie. J'y crois pas du tout. Surtout que je suis... Moi, c'est pas vous qui avez parlé d'amnistie, Majid Bouden. C'est Hasni Abidi qui rappelait... Moi, j'ai un traumatisme d'une amnistie mal digérée de la part des Tunisiens, de ceux qui étaient derrière les attentats de Slimane et qui s'étaient à l'œuvre tout de suite après leur sortie, et en 2012, et ils étaient à Bir Ben Khalifa et ailleurs dans des actes terroristes, alors qu'ils étaient amnistiés en 2011. Donc, l'amnistie, il ne faut pas y aller comme ça. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de débat et pas sous cet angle-là. Par contre, comment faire pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui? Par contre, effectivement, il y a des cadres de la sécurité et de l'armée. Il y a des gens qu'on a mis au placard. Ah ouais, et qui ne sont pas mouillés forcément ni quoi que ce soit, et qui sont aujourd'hui, qui continuent à toucher
leur salaire, parce qu'il y a eu à un moment une volonté de la part du parti Nahda, quand il a pris le pouvoir, de mettre les siens dans l'appareil sécuritaire, et on l'a fragilisé. Cet appareil a été fragilisé, il y a eu même une sécurité parallèle. À un moment, on a parlé de la présence de milices. Et jusqu'à maintenant, toutes les interrogations des Tunisiens à ce propos n'ont pas été résolues. On sait qu'il y a eu des milliers de recrutements, on sait qu'il y a des centaines de recrutements de partisans au sein de l'appareil sécuritaire de l'État et ailleurs. C'est là-dessus qu'il va falloir ouvrir réellement et répertorier tout ce qui a été rajouté de l'extérieur. Est-ce que les gens répondent aux critères? S'ils ne répondent pas, il va falloir ouvrir une enquête et poursuivre les gens qui sont responsables de cela. Vous êtes d'accord? Mais on n'est pas du tout sûr. Il faut faire revenir des gens propres. Voilà, il n'est pas question Allez. On a besoin de confiance. Il y a du boulot. Il y a du travail, dit Assi Abidi. Ça pourrait être le mot de la fin, Assi Abidi. Je voudrais quand même donner la parole encore à Claude Moniquet, parce qu'on arrive bientôt au terme de débat. Parce qu'il est spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Alors, il n'a peut-être pas toutes les réponses à tout, Claude Moniquet. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement tunisien, les autorités tunisiennes devraient faire aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme? Mais je crois que le débat que vous venez d'avoir illustre bien la difficulté du problème. Il faut comprendre que une des meilleures manières, la meilleure manière probablement de lutter contre le terrorisme du point de vue sécuritaire, c'est l'utilisation du renseignement. C'est le renseignement qui permet de faire de la préemption, qui permet de frapper les groupes avant qu'ils frappent, de les démanteler, etc. Et pour ça, il faut de l'expérience. Et là, effectivement, je comprends bien qu'on ne peut pas faire revenir des gens qui ont été impliqués dans la répression politique à l'époque de M. Ben Ali, ou des gens qui ont du sang sur les mains. Mais il y avait dans les services tunisiens, et j'en ai connu, des spécialistes de l'antiterrorisme qui étaient de bons spécialistes et qui ont la mémoire. Et dans le renseignement, dans le travail de police, dans le travail du contre-terrorisme, la mémoire est quelque chose d'essentiel. Donc je crois qu'effectivement, il faut faire revenir certains d'entre eux. Je pense aussi qu'il faut très clairement que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Je crois effectivement qu'on ne peut pas aider la Tunisie au niveau où a été aidée la Grèce, tout le monde le comprend bien, mais on ne parle pas des mêmes investissements. On peut, avec un peu d'argent, fortifier le système sécuritaire tunisien. Et bien sûr, mais ça c'est beaucoup plus ambitieux, il faut stabiliser la Libye. Parce que le problème de l'Afrique du Nord aujourd'hui, très clairement, c'est le vide catastrophique qui a été créé en Libye avec le renversement de Kadhafi, même si c'était un dictateur, et qui aujourd'hui, la Libye, c'est en train de devenir une succursale de l'État islamique, enfin, d'une part, d'Al-Qaïda de l'autre, avec au milieu des chefs de guerre qui se battent pour la possession d'installations portuaires ou de puits. Tout ça déstabilise totalement l'Afrique du Nord. Ça explique aussi le flot d'armement qui arrive dans certains pays, comme la Tunisie, comme l'Algérie, comme peut-être demain le Maroc. Donc il y a une série de choses qu'il faut faire, et la Tunisie n'est pas le seul acteur. Ce problème nous concerne tous. Nous sommes tous clairement sur la ligne de front. Ce qui s'est passé à Tunis aujourd'hui nous le rappelle, ce sont des Occidentaux qui ont été visés, même si la grande majorité des victimes du terrorisme sont de tout temps des musulmans, rappelons-le aussi, mais nous devons combattre ensemble. Si nous ne combattons pas ensemble, si nous ne trouvons pas le moyen de coordonner nos opérations, de coordonner nos politiques et de nous parler, nous n'arriverons à rien face à une menace qui est globalisée et qui est mondiale. Merci beaucoup, merci Claude Moniquet, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Asni Abidi nous a quitté un peu rapidement. Je rappelle son livre Petit lexique pour comprendre l'islam et l'islamisme. Merci beaucoup Mehdi Ben Garbia d'avoir été avec nous en direct de Tunis. Merci à Claude Moniquet depuis Bruxelles. Merci Nadia Chaban. Merci Bélig Nabli et à vous également Majed Boudem. Merci beaucoup à tous. Vous restez avec moi, Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Beaucoup de réactions ce soir sur les réseaux sociaux. Alors, vous en doutez, c'était un des sujets les plus discutés sur la toile et même du côté de la twittosphère française. Les dernières images partagées sur Twitter montrent des Tunisiens en colère qui se sont rassemblés devant le musée du Bardo pour dire non au terrorisme. Alors évidemment, du côté des forces de sécurité, on les a dispersés pour des raisons justement de sécurité. Beaucoup sur les réseaux sociaux comme Romain Caillet, observateur attentif des réseaux islamistes, souligne que c'est déjà, avec un bilan qui pourrait s'alourdir, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Tunisie. Sur Twitter, on partageait aussi ce dessin apparaître dans le prochain numéro de l'Opinion. Alors vous le savez, dans quelques jours, dans 2 jours, il y a une éclipse. Eh bien, l'éclipse en Tunisie est bien triste puisque c'est la violence qui vient éclipser ce drapeau tunisien. Beaucoup de tweetos soulignent qu'on est dans une période particulièrement sombre, comme Carole,
qui écrit sur son compte Twitter « C'est ça maintenant, apprendre chaque mois une nouvelle attaque terroriste dans une autre grande ville avec d'autres morts » en utilisant ce hashtag Pray for Tunisia qui était un des plus utilisés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Autre réaction avec ce tweet qui montre ce drapeau tunisien et ce hashtag décidément très utilisé aujourd'hui. Alors il y a aussi des réactions qui critiquent un petit peu la couverture médiatique. Alors vous vous souvenez que la chaîne BFM TV avait été critiquée au moment des attentats en France. Certains considèrent qu'il ne fallait peut-être pas tout montrer en direct. C'est le cas de Makram ou de ce journaliste algérien Malik Aïtaoudia qui explique que c'est peut-être dangereux. Le soulagement pour Amira Yayaoui qui écrit sur son compte Twitter, qui était avec nous tout à l'heure, hashtag ouf, mais aussi beaucoup de messages comme celui de Saïda Younsi qui souligne que les Tunisiens n'ont pas peur, la parlementaire, et puis cette autre élue tunisienne qui explique qu'on va s'en sortir face aux forces obscurantistes. Beaucoup de messages d'espoir tout de même malgré cette journée tragique. Merci beaucoup, merci Karim, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Un grand merci à toutes les équipes techniques pour cette édition spéciale et à ceux qui ont préparé l'émission, Louma, Cécile Charlotte Bernet et Pauline Hellman à la programmation. Très belle soirée, l'édition spéciale se poursuit avec Raphaël Kahn. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris.